Bonjour à tous et merci d'être là pour cette conférence à 16 heures. J'espère que vous n'êtes pas trop fatigués et on compte sur vous notamment pour les questions. Donc on va vous présenter aujourd'hui deux exemples d'implémentation de LPM au sein d'Engie. Alors je suis Sophie Montège, je suis au LACE, en fait le Lean Agile Center of Excellence du groupe Engie qu'on a appelé l'Agile Center, et donc on accompagne les transformations au sein du groupe. Laurent Poiris ne peut pas être là, donc on va, avec Laurence, on va faire au mieux pour présenter son REX à elle. Moi, je me présente, donc Laurence Bagot, je fais partie du groupe Engie et plus précisément de l'entité Engie Home Service, et je suis en charge de l'animation agile et LPM, donc double casquette au sein de cette entité. Donc je vous présenterai notre parcours et notre expérience. Voilà, une RTE et puis animatrice du LPM. Alors d'abord, merci à tous les sponsors qui ont rendu cette conférence possible. Vraiment merci, parce que c'est toujours bien les partages d'expérience. On a appris plein de choses et on espère vous apporter aussi quelque chose. Voilà, pour ceux qui sont à Niort, vous pouvez poser des questions sur le klaxoon et puis on essaiera d'y répondre au mieux. Voilà, alors pour démarrer, on va vous présenter un petit peu le groupe Engie avec une raison d'être qui est d'agir pour accélérer la transition vers une économie neutre en carbone par des solutions plus sobres en énergie et plus respectueuses de l'environnement. Donc cette raison d'être rassemble l'entreprise, ses salariés, ses clients, ses actionnaires et concilie performance économique et impact positif sur les personnes et la planète. Voilà, donc on ne va pas détailler le groupe, mais en gros, un peu moins de 100 000 employés et présents sur tous les continents. On a 4 grandes business units. On va avoir les renouvelables pour le développement de tout ce qui est notamment photovoltaïque et puis éolien. On a toute la partie infrastructure, notamment les réseaux de distribution, enfin, de transport et de distribution de gaz ou bien de biométhane et d'hydrogène. On va avoir Énergie de Solutions qui va plutôt travailler chez des entreprises pour offrir des solutions de production autonome d'énergie. Et donc, on va essayer de décarboner tout ça. Et il y a toute la partie retail où est Laurence et où on va voir aussi le deuxième exemple de LPM. Alors, l'agilité à l'échelle dans le groupe, donc ça a quelques années. En fait, pour le choix des frameworks, il y a du SAFe, on a pas mal de SAFe. On a un exemple qui est plutôt Spotify, qui pourra peut-être faire l'objet d'un REX une prochaine fois à Agile en Seine, et puis un modèle qui est plutôt en mode hybride. On est à 8 trains, et on voit l'accélération, donc c'est relativement récent quand même, c'était à partir plutôt de 2021, et puis en 2023, donc on est à 8. Le LACE, voilà, rapidement, on est activateur de communautés de pratique, on donne des formations, beaucoup de formations certifiantes SAFe, et puis on va accompagner sur des lancements de trains, du LPM, des ateliers spécifiques, et puis aider sur tout ce qui va être comprendre la priorisation. Alors d'ailleurs, pas que dans l'IT, on se déploie de plus en plus dans d'autres domaines. Voilà, donc on va commencer par le REX donc des pros, donc la direction des clients professionnels. Donc Laura n'est pas là aujourd'hui, mais on va faire au mieux pour tout expliquer. Donc c'est les clients professionnels d'Engie. Donc en gros, on a 400 000 clients sur un total de 2,1 millions de clients professionnels en France. On est leader sur le gaz et puis numéro 2 sur l'électricité. En 2020, en fait, cette entité-là avait beaucoup de sujets en cours et puis l'incertitude et notamment le Covid, parce que qui dit client professionnel, au moment du Covid, qui c'est qui était fermé? C'est les professionnels. Et quand ils sont fermés, ils consomment beaucoup moins d'énergie. Il y a eu également tous les phénomènes... Alors j'ai mis Covid-10, on s'est trompé, il y a une petite coquillette, vous aurez compris, c'est 19. Et il y a eu tout le contexte de flambée des prix très récent qui fait que pour les renouvellements, et puis ça posait beaucoup de problèmes à nos clients, donc on est dans un monde complètement incertain. Il y avait un besoin de donner du sens aux collaborateurs, d'être focus sur ce qu'on avait à faire, d'autant plus quand on veut du coup développer cette capacité d'adaptation. Quand on se dit que le monde change autour de nous et que l'ensemble de nos clients sont impactés, il faut pouvoir changer son fusil d'épaule et puis mettre d'autres choses en œuvre. Et pour ça aussi, on a besoin de savoir prioriser. Comment on va utiliser, j'utilise souvent ça, les 100 patates. Si vous avez 100 patates, comment vous priorisez au mieux, comment vous séquencez les sujets pour optimiser justement cette valeur.
Du coup, avant, il y avait un certain nombre de pain points, hein, de problématiques, et notamment, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent ce genre de fichier où tout le monde bâtonne par quart de journée, par heure ou je ne sais pas quoi sur l'ensemble des projets pour essayer de comprendre comment ne plus avoir de goulot d'étranglement et faire le suivi des projets. En fait, c'est insupportable à faire et on ne sait pas bien s'en servir. Et d'ailleurs, Laurane, la dernière fois qu'elle a ouvert ce fichier, ça a fait planter son PC. Voilà. Donc du coup, il y avait aussi des ambitions qui étaient au-delà du budget, ce qui fait que dans l'année, qu'est-ce qui se passe? On va aller dire, on a beaucoup d'ambitions, il nous faut du budget en plus. Donc en permanence, aller demander. Il y avait un manque de partage et de vision en termes de roadmap, parce que plus de 45 projets en fait qui étaient dans l'entité, et puis des équipes du coup surchargées et non alignées. Du coup, ce qu'on a fait, c'est que quand on a commencé à leur parler justement de récupérer cette adaptabilité via du LPM, on s'est dit le premier truc, c'est d'aligner tout le monde. Donc plutôt une séance d'OKR, qu'est-ce qu'on veut réellement atteindre et comment on va mesurer qu'au bout d'un certain temps, on est bien au jalon attendu. Ce matin, j'ai entendu une image là, sur les voitures, c'est ce que j'utilise aussi, c'est vous mettez un truc dans le GPS, dans Waze, pour autant, ça ne va pas forcément vous dire exactement où vous allez passer. Mais si, au bout de 2 heures, sur un trajet de 10 heures, vous n'êtes pas du tout, ni dans la bonne direction, ni très loin, là, il y a de quoi se poser des questions. Ensuite, c'était commencer à mettre en place du Lean Portfolio Management avec des épiques, avec une priorisation. Et notamment, on a commencé à mettre en œuvre aussi les horizons. Ça, c'était à l'issue de la première rétrospective. Parce qu'en fait, quand on a différents sujets, ceux qui ont le plus de valeur, et comme on les connaît bien, ils ont un effort à faire qui est plutôt moindre, c'est l'ici et le maintenant. Et dans un contexte comme le nôtre, où en fait la transition énergétique, on en est acteur et on doit la porter et la pousser, on a besoin de préparer l'avenir. Donc il a fallu qu'on mette en œuvre des choses autour des horizons pour être sûr de garder de la capacité pour des sujets un petit peu plus d'avenir. Il y a eu la mise en place du PI Planning, des équipes de la DSI. Alors là, côté pragmatique, c'est une petite DSI, donc pas d'atelier chaîne de valeur au départ pour pouvoir trouver les trains, etc. On a mis tout le monde dans un train. Et puis ensuite, le dernier point, c'est mesurer la valeur et hop, on refait un tour. Ça, je ne vais pas forcément le détailler parce que Laurence a vécu la même chose, donc elle va vous en parler. En gros, c'est vraiment les 4 phases d'implémentation, donc ça, elle va vous donner les détails. En revanche, là, on voit bien le parcours donc, des idées et des épiques. Donc au début, on a des idées qui arrivent, on a le droit d'avoir toutes les idées qu'on veut. On va commencer à affiner un tout petit peu, on partage à tout le monde, et puis on va regarder si c'est aligné aux OKR. Parce que les OKR, c'est pas juste pour faire joli, c'est qu'à un moment donné, quand on a des initiatives, si on en a, donc des épiques, des initiatives comme vous voulez, si on en a qui ne contribuent pas à l'atteinte des résultats clés et qu'on est dans un budget contraint, on va essayer de ne pas le faire. Tant pis, il y a peut-être des bonnes idées, mais on va essayer d'avoir des choses qui ont un impact sur nos résultats clés. À partir du moment où on avance, là, on va commencer à mettre des limites de travail en cours, et parce qu'il nous faut un epic owner, et on commence à affiner un petit peu plus. Donc là, il va y avoir le travail sur le MVP, et puis on va commencer à réfléchir aussi à l'effort à faire. À partir de l'étape 3, du coup, l'EPIC est complètement rédigé, il va y avoir des séances de notation. Dans ces séances de notation, on a les epic owners sont là, on a certains managers, on a les architectes qui sont là, et en gros, c'est un peu ouvert quasiment à tout le monde, et tout le monde peut venir noter. Donc il y a des séances de notation, et puis il va y avoir une priorisation qui est proposée. Et donc tous les 3 mois, un comité stratégique, 6 semaines à peu près avant le PI Planning, et du coup, toutes les séances de suivi de portefeuille de projet, de pilotage de projet qui prenaient des heures avant, et on regardait les impacts des décalages des uns sur les autres. Maintenant, c'est 1h15 tous les 3 mois où, en fait, en revue stratégique, sont montrés l'avancement, effectivement, du dernier PI des EPIC, et puis la priorisation qui a été faite par l'ensemble des personnes qui ont noté. Et cette priorisation, alors, elle peut être discutée par le codir des pros, mais la plupart du temps, en fait, ils le prennent tel que. Donc c'est plutôt pas mal parce que ça donne aussi un bon feedback aux équipes sur le fait qu'on tient compte de la façon dont ils ont noté. Et puis ensuite, une fois que c'est OK, ça va être découpé en fonctionnalités et autres, et donc présenté au PI Planning. Alors bien évidemment, ce n'est pas toute la capacité.
les allocs de capacité permettent de dire ce qu'on réserve à cette partie LPM. Voilà, alors année après année, il y a de l'amélioration continue. Donc la première marche, c'était acquérir le vocabulaire et puis casser un peu les silos. Donc on a gagné en visibilité, en transparence. Ensuite, il y a eu tout ce qui était mise en place des rôles réellement, prise de rôle, et puis le mindset qui change. Donc l'IT et le business travaillent beaucoup plus ensemble. On a même maintenant 4 équipes métiers qui participent au PI Planning. Et puis il y a eu un taux d'adhésion qui était à 6,6 sur 10. Après, tout ce qui était gouvernance, donc maintenant c'est bien rodé, la gouvernance avec la revue stratégique trimestrielle, des revues de notation aussi très régulières. Et là, la priorisation a fait en sorte que ça commence à aller mieux et on n'a plus de surcharge des équipes. En tout cas, il y a moins de surcharge des équipes. Dernière étape, là, ce qui est la prochaine, c'est quand même travailler sur la valeur mesurée. Sur les MVP, on n'y est pas encore tout à fait. Bon, il y a encore du boulot, mais tant mieux. Et puis, du coup, l'amélioration continue va nous aider à pouvoir mieux faire. En tout cas, en 2023, on avait déjà gagné 1 point en termes d'adhésion au LPM. Voilà. Bon, ça, c'est une redite. Du coup, on avance et je vais laisser la parole à Laurence. Merci. Alors, moi, je vais vous présenter le REX d'Engie Home Service et vous allez voir, il y a beaucoup de similarités avec celui d'Engie Pro. C'est peut-être aussi lié au fait qu'on était toutes les deux accompagnées par Sophie en tant que coach. Je commence par vous dire 2 mots sur cette entité Engie Home Service. Engie Home Service, vous connaissez peut-être, il y a des camionnettes qui tournent dans les rues. Et nous, on a une présence géographique assez forte, un maillage territorial assez serré. On a 200 agences en France. On a 5000 techniciens et on fait beaucoup d'interventions, 14 000 interventions par jour. Donc c'est beaucoup de données à brasser, c'est une force, mais c'est aussi une contrainte parce que faut planifier tout ça, il faut réaliser ces interventions. Donc il y a des outils à la fois pour planifier les tournées, à la fois pour mettre entre les mains de nos techniciens une tablette avec son programme d'intervention du jour, réaliser ces tournées. Et puis il y a la facturation, il y a tout ce qui est fait. Les stocks, tu as raison, c'est un gros sujet, les stocks, parce que beaucoup d'interventions, beaucoup de clients, une diversité d'équipements maintenus, donc beaucoup de pièces en stock, tout ça dans nos agences. Donc on a des volumétries assez importantes et des contraintes outils assez marquées aussi. Nos métiers, le cœur du métier, bien sûr, c'est la technique. On a donc 3000 techniciens qui interviennent chez nos clients, je vous l'ai dit, 14 000 fois par jour. On a des personnes qui font plutôt du développement commercial, donc être en charge de vendre des équipements aux clients. Et puis en agence, on a des personnes qui répondent au téléphone pour la prise de rendez-vous, qui font du conseil aux clients. Et au siège, on a une centaine de personnes, dont je fais partie, qui appuient ces équipes terrain. On a décidé de travailler de s'appuyer sur des méthodes agiles dans un premier temps, et je vais vous expliquer pourquoi. L'histoire a démarré en 2021 parce que il y a 3 points de départ à notre parcours agile. Le point de départ, le principal, c'est l'obsolescence de notre ERP. Donc on avait un ERP qui était en place depuis 2006, qui avait très peu évolué, notamment son socle technique. Et on se retrouvait un peu contraint et coincé et obligé d'upgrader notre ERP. À côté de ça, on a des programmes groupes où le groupe veut mettre en place des synergies sur justement tous ces modules un peu de facturation, tout ce qui gère la paye, les stocks, etc. Donc des synergies groupes sont souhaitées. Des synergies également au niveau de la BU pour mutualiser notre base client, etc. Donc générer plus de transversalité et profiter du fait d'être un groupe. Donc ces 2 éléments-là font que déjà on se questionne, on se dit si on remplace notre ERP, est-ce qu'on fait ça seul ou est-ce qu'on s'appuie sur ce que fait le groupe? Donc on est plutôt parti dans cette direction-là. Et puis on a également une ambition stratégique forte. Parce qu'on a beau être leader sur le marché, il ne faut pas s'endormir sur ses lauriers. La chaudière gaz, dès 2021, on commençait déjà à se dire qu'il faudrait peut-être changer un peu, repenser notre métier. L'entretien d'une chaudière gaz, qui était notre cœur de métier,
c'est pas quelque chose qui va nous faire vivre sur le long terme parce que on commençait déjà à voir un petit peu le changement. Hein. On a parlé de la transition énergétique, de plus en plus d'électrique, donc la chaudière gaz, c'est pas forcément l'avenir. L'entretien, pas forcément non plus le business model qui va nous faire vivre dans le futur. Donc tout ça fait qu'on a des réflexions sur ce qu'on souhaite faire, ce qu'on souhaite vendre, et également ce qu'on met entre les mains de nos techniciens qui vont sur le terrain. Passer d'une feuille papier à une tablette, c'est aussi des projets, c'est des choses qui sont des projets assez lourds sur lesquels il faut se structurer. Donc on a lancé un programme de transformation début 2021 et assez rapidement on a constitué une core team agile parce que ce programme de transformation on l'a voulu en agilité à l'échelle puisque ça vient mettre en relation plusieurs équipes qui pour certaines sont déjà agiles, d'autres le sont moins, d'autres sont des équipes qui sont même pas forcément constituées, hein, c'est plutôt on a intégré dans notre train un éditeur, l'éditeur de notre outil de planification. Donc voilà, c'est des équipes assez disparates. Donc on a constitué une core team mi-2021 et fin 2021, on a lancé notre premier PI planning qu'on appelle chez nous un comité de synchronisation ou co-sync. On n'a pas utilisé tout de suite le terme de PI planning, d'ailleurs on ne l'utilise toujours pas, parce qu'il y avait des gens qui étaient un peu réfractaires au framework SAFe, qui le trouvaient un peu trop lourd, et qui avaient peur qu'on rentre dans quelque chose de trop formel, trop lourd par rapport à notre structure. Donc on s'est inspiré de SAFe, mais on n'a pas tout repris, et on a du coup créé notre comité de synchronisation, qui permet la même chose qu'un PI planning, hein, de planifier le travail sur les 3 mois à venir. Donc voilà, c'est un peu du SAFe qui ne dit pas son nom. On a lancé ça et on a rencontré plein de difficultés. Alors on n'a pas notre ami de l'INSEE, je ne sais pas si certains, pour vous dire que le REX, il n'y a pas que du positif, hein, loin de là. On a rencontré plein de problèmes. Hein, ça, on pourrait vous en dire aussi, faire une conférence dessus. Il n'y en a qu'une slide. Les difficultés rencontrées, c'est avant tout le fait que, comme je vous l'ai dit, on n'avait pas tous le même niveau de maturité. Il y a également un métier qui est assez large avec nos techniciens, nos commerciaux, nos conseillers. Tout ça, toutes ces personnes ont des outils différents, donc des porteurs différents. Et il y a des porteurs qui ont une casquette applicative, et ceux-là, on les a appelés PO. Et il y a des porteurs qui sont plus en charge des chaînes métiers, et ceux-là, on les a appelés PM. Mais PM, pas tellement au sens agile, safe. Là, on a gardé un petit côté un petit peu cycle en V, parce que c'était des project managers. On a fait ça sans doute pour ménager un peu les susceptibilités des PO qui se sentaient un peu dépossédés d'une partie de leur précaré, de ce qu'ils avaient avant. Sur ce domaine-là, ils avaient toute l'attitude de faire ce qu'ils souhaitaient. Là, ils devaient partager avec un nouvel acteur. Donc, progressivement, on a introduit finalement nos métiers avec cette casquette de project manager. Mais ça donnait une organisation qui était matricielle et un peu complexe, et du coup une comitologie qui aussi était assez lourde par rapport au nombre de personnes qui sont impliquées. Hein. Je vous disais une 50aine de personnes, donc beaucoup de réunions. Donc c'était pas forcément optimal. On constatait aussi à cette époque-là des difficultés à collaborer entre métiers et DSI, mais aussi entre métiers. Parce que là, on demandait aux métiers de parler au nom de HS et d'Engie Home Service, pardon, j'ai eu HS, d'Engie Home Service, et de ne pas forcément penser que à moi métier, moi marketing, moi vente, moi technique. C'était le EHS avant tout. Donc c'était encore un peu compliqué à ce moment-là d'avoir ce discours. Et du coup, on s'est retrouvé avec un backlog qui grossissait parce que tout le monde venait donner ses besoins et la DSI ne savait pas forcément par quel bout le prendre. On avait du mal à prioriser. Juste un truc, Laurence, aussi. Vous avez vu qu'en fait, c'est parti au départ d'un scope qui est un programme avec des projets. Et en fait, la question s'était posée, est-ce qu'on met un petit peu comme pour les pros toute la DSI là-dedans ou est-ce qu'on garde ce scope programme ? Et au départ, vous êtes parti sur un scope programme. Ce qui veut dire aussi que les équipes, parce que c'est les mêmes équipes,
elles avaient aussi par ailleurs des chemins vers leur backlog sur le côté un peu plus MCO. Ouais. Du coup, deux piles de sujets à traiter, hein, comme sur le schéma, vraiment. Du coup, on a vraiment ressenti le besoin d'associer à cette agilité à l'échelle une dose de LPM. Ça faisait déjà 4 PI qu'on réalisait et on était en 2022 et là il y a différents événements qui sont arrivés. Le premier, c'est qu'il y a eu un changement assez fort du contexte réglementaire en France, hein. Vraiment la chaudière, le marché de la chaudière a pris un sacré coup avec les réglementations, les nouvelles réglementations sur les bâtiments, l'efficacité énergétique, la réduction de ma prime rénov', là où avant il y avait des aides, tout ça s'est arrêté. Donc voilà, le besoin de faire évoluer notre métier, c'était impératif. Et puis la feuille de route du groupe qui a aussi pris, pour des raisons qui sont un peu plus loin de moi, en tout cas la feuille de route s'est éloignée pour nous, donc on n'était plus directement impacté par les projets groupes et il fallait qu'on trouve une autre solution pour pérenniser notre ERP. On ne pouvait plus s'appuyer sur l'outil du groupe. Et nous, on avait une vraie contrainte technique à bouger et à faire évaluer notre ERP. Du coup, on s'est retrouvé avec toujours autant de demandes d'évolution qui venaient des différentes équipes métiers, hein, parce que voilà, toujours l'ambition stratégique, et puis des problématiques techniques également à gérer. Et donc, pour nos équipes SI, c'était vraiment ils croulaient sous un amont de demandes et ils ne savaient pas par quel bout le prendre. Donc vraiment un besoin de clarté sur qu'est-ce que je dois faire en premier, qu'est-ce qu'on cherche à faire, pourquoi on fait ça, donner du sens. Et c'est pour ça qu'on a voulu implémenter le LPM chez EHS. Et donc là, c'est une autre façon de représenter ce que Sophie vous a montré dans l'un des slides d'Engie Pro. On a procédé en 4 temps. Le premier temps, c'était d'identifier les OKR. Donc voilà, on vous expliquera dans les slides qui suivent comment on a fait ça. Ensuite, c'était de recenser toutes nos évolutions en cours, donc mieux piloter et suivre notre activité. Et puis, découper, formuler les projets et d'identifier des porteurs, vraiment la clé. Et ensuite, de rentrer sur une mécanique de priorisation. Si on rentre un petit peu plus dans le détail, sur la première étape d'implémentation, donc, ce qu'on a fait pour commencer sur ce chemin de LPM, c'était d'identifier les OKR au cours de 2 séminaires, dont tu peux certainement nous parler mieux que moi, parce que moi, j'y étais pas. Du coup, en fait, le CODIR, hein, comme pour les pros, avait des feuilles de route où il disait les objectifs, non, mais pour nous, c'est clair, dans 4 ans, dans 5 ans, on sera là, et donc avec des objectifs clairement formulés, mais rien de chiffré, rien qui disait par quelle étape on allait passer. Et du coup, on les a fait travailler alors sur un format plutôt World Café. On a repris leurs piliers initiaux, les 5. Donc, premier objectif, c'était reformuler l'objectif. Et puis après, proposer des résultats clés et voter pour les résultats clés. Juste, voilà, ce que je voulais partager, c'est que le format le World Café, je le trouve bien, parce que tout le monde va travailler sur l'ensemble des OKR. Et du coup, ça crée un engagement plus fort et une convergence plus forte. En 2022, on a du coup abouti à 20 résultats clés. Et en 2023, on a sabré, on en a gardé 7, puisque finalement, certains étaient des contributeurs à d'autres. Et donc du coup, pour plus de clarté et pour que ce soit plus facile à communiquer, puisque c'est bien le but, hein, c'est d'avoir de la clarté sur la stratégie de l'entreprise. Donc on en a gardé que 7. L'étape d'après, c'était de regarder tout ce qu'on avait dans notre portefeuille, tous les sujets qu'on avait dans le portefeuille. Et Sophie vous le disait tout à l'heure, il y avait deux mondes qui coexistaient encore. Il y avait le monde un peu le portefeuille SI standard, donc le maintien en conditions opérationnelles, qui finalement était plus que du maintien en conditions opérationnelles, parce qu'il y avait des petits projets qui se faisaient dans ce volet-là. Et puis il y avait ce qu'on suivait dans les PI. Donc là, le but, ça a été de tout ramener dans un même suivi. Donc on a eu beaucoup d'ateliers, on a beaucoup travaillé avec les équipes SI pour sortir tous les sujets qu'ils avaient gardés sous le tapis et de ramener tout ça dans notre suivi.
Et ça faisait beaucoup de sujets. Donc on avait 150 fonctionnalités à peu près. Et on a réussi à les ramener à 30 initiatives. Donc on a regroupé, on a fait un travail de regroupement et ça nous a permis d'avoir une meilleure lisibilité sur ce qu'on faisait. Et la deuxième étape, une fois qu'on a fait ça, enfin ça se faisait en même temps d'ailleurs, c'était de positionner ça sur un Kanban. Donc ces sujets-là, où est-ce qu'on en est? Est-ce que c'est juste au stade d'idée? Est-ce que c'est un cadrage qui est en cours? Est-ce qu'on développe? Est-ce qu'on est en train de le tester? Et voilà. Ça nous a permis de visualiser ce Kanban qu'on a appelé le BOA. Et l'image, c'était de dire, le boa, voilà, il faut pas qu'il y ait de chèvres coincées dans le boa. Et là, on voit clairement qu'il y avait des chèvres coincées dans le boa. Donc les gros morceaux, là, cadrage, réalisation. Voilà, l'idée, c'est vraiment de fluidifier ce flux et pour réussir justement à avoir un délivré beaucoup plus rapide. Et là, on a tout de suite vu pourquoi on n'arrivait pas à délivrer, quoi. Quand on a trop de sujets qui sont en réalisation, trop de sujets en cadrage, on n'arrive pas à avoir des cadrages qui se terminent. Du coup, en réalisation, finalement, il n'y a rien qui attend, on n'a pas de backlog prêt. Donc on prend des sujets, on les prend en réalisation, mais ils ne sont pas cadrés. Donc du coup, ils restent bloqués en réalisation et ça itère et ça sort pas. Donc voilà, on a vraiment ce travers-là. Et le fait de modéliser ça sous forme de Kanban, là, ça a mis tout le monde devant cette réalité-là et on s'est dit, bon, ok, il faut qu'on fasse quelque chose pour prendre en charge ce cadrage, pour prendre en charge ces développements plus fluides. Juste un autre point, en fait, ce qu'on a vu quand on a fait cet exercice, en fait, donc il fallait mapper le réel, voir où on en était en réel et dire, voilà, dans tous ces sujets-là, lesquels peuvent faire avancer nos résultats clés, peuvent contribuer. Ça a permis aussi de voir, en fait, il y a certains résultats clés qui étaient un petit peu orphelins, c'est-à-dire que du coup, on va prier puis il va se réaliser, parce qu'on n'avait rien qui permettait de le réaliser, et puis d'autres, par contre, où il y avait pléthore de sujets. Ça donne aussi cette indication-là. L'étape d'après, une fois qu'on a identifié toutes ces initiatives, c'est d'avoir des porteurs qui peuvent représenter ces initiatives-là et s'assurer qu'elles avancent, qu'elles aillent jusqu'au bout. Donc on a nommé des porteurs d'initiatives, enfin on s'est appuyé sur les business owners pour nommer des porteurs d'initiatives, essentiellement du métier. Et donc ces personnes du métier ne connaissaient pas le rôle de porteur de sujets, de travailler sur des projets, ce n'était pas dans leur ADN. Donc du coup, Sophie les a formés. Tu peux dire un mot sur cette formation si tu veux. C'est une formation en fait, qui se passe en 2 demi-journées pour comprendre, ce que c'est que le Kanban, comment ça va marcher, quel est leur rôle là-dedans, et puis savoir en fait, mieux formuler son initiative, et notamment ce qu'on va rechercher, c'est quel est le bénéfice, qu'est-ce que je vais mesurer, et puis par quoi je commence. Donc ce qu'on a cherché à faire, c'est leur dire, voilà, vous avez donc le Kanban, vous avez les templates qui sont là, ceux qui sont utilisés chez EHS, comment vous allez le formuler ? Et du coup, qu'est-ce que vous cherchez à faire et pourquoi vous faites ça? Il y en avait une idée, voilà, je veux un truc et tout, mais pourquoi tu le veux? Parce que ça n'existe pas. Peut-être qu'il y a une bonne raison pour laquelle ça n'existe pas. Donc en fait, on essaie de creuser, de chercher. Et à la fin, quand il y a le pitch, c'est une manière de reformuler. Et ce qu'on voulait, nous, dans le pitch, avec Laurent, c'était qu'est-ce que c'est ton initiative? Ça va faire quoi? Ça répond à quel objectif et résultat clé? Qu'est-ce que tu vas mesurer in fine? Quelles sont les premières questions ou le truc que tu veux commencer au début pour savoir soit c'est réalisable, faisable ou en avoir les premiers bénéfices pour valider quelque chose? Comment tu vas mesurer et quel est l'indicateur qui va dire qu'on continue ou bien on arrête? Donc une fois ces porteurs formés, ils sont rentrés dans leur rôle et on a continué à itérer et on a modifié notre gouvernance agile pour finalement passer à une gouvernance lean agile, puisque là où auparavant on avait les deux éléments du bas qui existaient déjà, donc le co-sync dont je vous ai parlé, et puis le CESAP SI, je vais y revenir après, mais c'est quelque chose qui est hérité de l'ancien monde, on va dire. C'est le comité de suivi et d'avancement des projets SI qu'on a gardé et qu'on a intégré à notre gouvernance lean agile. Donc si on prend dans l'ordre cette gouvernance, ça part d'en haut à gauche, le comité stratégique, où notre CODIR va communiquer les axes stratégiques et les OKR. Alors vous verrez peut-être ORC, parce que
chez nous, on aime bien parler très français, donc on dit plutôt ORC que OKR, donc objectifs et résultats clés. Donc ils communiquaient les ORC sur lesquels on voulait avancer en priorité sur le trimestre à venir. Et donc voilà, c'était le premier step de notre gouvernance agile. Qu'est-ce qu'on souhaite faire en priorité sur ce trimestre? Donc là, le cap est donné. Derrière, il y avait les sessions de notation. Donc là, les sessions de notation, c'est là que nos porteurs qui étaient armés, super armés grâce à la formation, intervenaient et venaient pitcher. Donc ils venaient à ces sessions de notation et ils se confrontaient à un jury qui était composé de tous nos directeurs fonctionnels. Donc tous les streams fonctionnels étaient représentés. Notre président et notre directrice générale adjointe étaient également présents. Et en fait, les différentes initiatives sont notées par rapport à leur capacité à répondre à nos axes stratégiques. Donc c'est vraiment ce qu'il y a en ligne dans la grille qui est modélisée ici, c'est la réponse aux axes stratégiques. Et donc il y a une note qui est donnée à chaque initiative par rapport à sa capacité à répondre aux axes stratégiques. Et puis il y a d'autres critères comme est-ce que ça réduit un risque financier, juridique ou autre, est-ce que ça ouvre des opportunités business. Voilà, donc les initiatives sont passées à sous ce tamis-là et on obtient une priorisation. J'ai pas dit un peu WSJF quand même parce qu'il y a la partie complexité technique qui est également estimée par nos équipes SI qui sont présentes à ces sessions de notation. Donc on obtient une sorte de WSJF grâce à ces sessions de notation. Et donc là, le CESAP-SI nouvelle mouture rentre en compte. On l'a recentré sur le travail autour de l'allocation des ressources. Donc une fois qu'on a priorisé nos sujets, ça ne veut pas dire qu'on a l'ordre de nos 40 fonctionnalités, mais ça ne veut pas dire qu'on va les traiter toutes. Donc là, avec ce travail en CESAP-SI, on se projette et on se dit, bon, par rapport aux ressources dont on dispose actuellement, voilà le nombre de sujets qu'on devrait pouvoir prendre sur le prochain trimestre. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on accepte cet état de fait? Ou est-ce qu'on se dit, bah, ok, là, ça va jusqu'au 25e, mais le 26e, il est hyper important, donc il faut que soit qu'on trouve une solution pour avoir des ressources additionnelles, dédiées pour traiter ce sujet-là, ou alors on switch. On dit, bah, le 26e et le 25e, on ne le fait pas, et on met le 26e au-dessus. Donc c'est ce genre de discussion qu'on a lors de ce CESAP-SI. Et puis enfin, bah, le co-sync, qui hérite de tout ce qui s'est passé avant, et où finalement tout est déjà pré-filtré. Les sujets sont ordonnés, et il n'y a plus qu'à planifier. Exactement, tout est déjà fait. C'est un gros écueil de retirer par rapport à nos co-sync PI précédents, où c'était compliqué de savoir par quel bout prendre les sujets, comme je vous disais tout à l'heure. Donc voilà pour notre démarche autour du LPM. Les prochaines étapes pour EHS, donc déjà un point sur les bénéfices qu'on a déjà constatés jusqu'ici. On a des sujets qui sont mieux connus tout au travers de l'entreprise, là où avant on était assez siloté. Maintenant, le marketing connaît les sujets des achats, qui connaît les sujets de la technique, etc. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, on a une meilleure implication des équipes métiers grâce aux porteurs d'initiatives qu'on a formés et qui, du coup, représentent nos sujets, les portent auprès des équipes SI. Donc ça, c'est également un gros apport. Et les business owners aussi, parce qu'ils sont mobilisés et sollicités régulièrement et participent aux sessions de notation. Donc on vient leur présenter un peu clé en main, en 3 minutes en plus, donc c'est un format qui leur plaît bien. En 3 minutes, ils voient tous les sujets de l'entreprise, tous les sujets candidats de l'entreprise. On a un meilleur alignement stratégique, là encore grâce aux sessions de notation, puisque c'est vraiment la grille de notation est construite comme ça, selon les axes stratégiques. Et puis, on commence à améliorer le delivery, même si on a encore des améliorations en lien avec le prochain défi qui est la fluidification du flux et le fait d'identifier des WIP limits, donc le fait de se dire on ne peut pas aller au-delà de tant de sujets en cours de dev ou en cours de cadrage parce que ça n'a pas de sens, les équipes sont déjà trop occupées avec celles qu'elles ont, les sujets qu'ils ont en cours. Ensuite, on voudrait également mieux quantifier les bénéfices attendus. On est un petit peu trop dans
quali, dans du bénéfice escompté un peu. Voilà, on nous vend du rêve, entre guillemets. Donc on voudrait des choses un petit peu plus quantitatives. Cette initiative-là, c'est combien de contrats de plus, c'est combien d'euros, c'est combien d'interventions en moins. C'est voilà, vraiment avoir des bénéfices plus quantifiés pour pouvoir mesurer derrière un ROI et se dire cette initiative-là, on a eu raison de la lancer, il faut qu'on continue parce qu'elle apporte de la valeur. Elle apporte de la valeur, c'est-à-dire combien d'euros, combien de contrats, et voilà. Et puis le dernier point, c'est ce qu'on aimerait faire aussi, c'est finalement de pouvoir piloter par les résultats attendus. Sophie disait tout à l'heure, quand on voit un OKR qui est orphelin, et cet OKR, on n'est pas au rendez-vous, c'est le cas d'un des OKR, on se dit, là, on plafonne un peu, mais on n'a pas d'action dessus. Donc il faut pouvoir lancer des choses, et pourquoi pas faire des focus groups, se dire on organise une demi-journée de brainstorm sur ce sujet-là. Qu'est-ce qu'on peut faire pour venir craquer ce sujet et améliorer nos résultats sur ce point-là. Avant que tu passes au dernier slide, juste un truc par rapport aux pros que vous avez vus au début. Il y a quelques trucs, comme les pros ont un petit peu d'avance, il y a quelques trucs qu'ils ont mis en plus. Je vous expliquais qu'il y avait quelques équipes métiers, enfin 4 maintenant, qui participaient au PI Planning. Des équipes qui sont notamment sur les parcours, parce qu'ils doivent planifier en fait leur capacité pour aider, pour être là au moment de la recette, au bon moment, pour être là au moment éventuellement des ateliers ou du backlog refinement. Et du coup, il y a aussi un truc dans la notation, c'est que il ne quantifie pas que l'effort SI, mais aussi l'effort métier. Vous avez parfois, quand on a des plateaux clientèle, quand on a des techniciens sur le terrain et autres, des goulots d'étranglement qui ne sont pas juste SI. Donc ce n'est pas parce qu'il y a un truc qui va peut-être être facile à développer côté SI, si on ne prend pas en compte l'effort métier en face, est-ce qu'on vraiment on priorise les bons sujets? Pas forcément. Donc on a souhaité, en fait, on voulait avoir un LPM qui était plus à un niveau complètement stratégique et pas juste sur les projets SI. Donc on a mis des choses comme ça sur l'effort métier. Après, on n'arrive pas encore sur les projets quand on les déroule dans d'autres entités que le SI à mettre en œuvre pour l'instant aussi bien, mais on ne perd pas le nord, un jour on y arrivera. Voilà, donc ça c'est un sujet, effectivement, côté pro, ils ont été un cran plus loin sur le côté estimation de l'effort métier. Voilà, et du coup, au niveau du LACE, l'Agile Center côté NG, on veut monter une communauté de pratique LPM. Donc ça, c'est vrai que Laurence, ça fait longtemps que je le dis, il faut que je le fasse en vrai. Et puis on veut aussi continuer à accompagner les entités, on veut se professionnaliser et avoir une boîte à outils plus complète. Donc j'ai noté côté Abeille Assurance que l'atelier OKR, je vais leur piquer, tellement c'était bien. Voilà, plus d'outils pour mettre en place un Kanban, continuer à développer des formations Epic Owner, Business Owner, et puis tout ce qui est outillage sur la gouvernance, la mise en route du flux pour aider effectivement l'ensemble des équipes, et puis toujours coacher les rôles de Agile PMO ou PMO du LPM. On commence à sortir aussi des sujets uniquement IT, parce que là on a une mission actuellement sur un programme la priorisation du programme de recherche et innovation d'une de nos business units, et qui en fait, il y a plein de sujets, plein de projets, et on souhaite voir avec eux si ça peut fonctionner exactement ce même principe. Voilà. Et puis après, on a des sujets qu'on a envie d'aller craquer, type le capacitaire. On a des idées pour faire des choses, mais c'est parfois compliqué. Je sais que à la DCP, là, chez les pros, ils ont réussi à être vraiment capacitaires. Et honnêtement, ça change pas mal la donne. C'était drôle, il y avait un échange entre l'ancienne DSI des pros et puis un DSI qui commence à mettre en place l'agilité à l'échelle. Puis il lui disait, mais oui, mais toi comme moi, il y a ce projet groupe qui arrive, comment tu fais? Puis alors on voyait dans ses yeux, là, pouf, c'était Tetris. Comment je vais faire en termes de budget, d'équipe, etc. pour tacler ce truc-là? Et donc elle lui répond, ça nous embête aussi, mais du coup là on va le prioriser dans les PI qui viennent et on reprendra entre guillemets notre feuille de route juste après. Elle n'a pas bougé une ressource, elle n'a pas vraiment bougé son capacitaire, et du coup c'est plus du tout la même façon d'envisager les choses. Voilà. Merci pour votre présentation. J'aimerais bien en savoir plus sur les sessions de notation. Concrètement, voilà, est-ce qu'ils pitch, est-ce que
Alors concrètement, on a 1 heure et demie en général pour faire ces notations. On a à peu près 10 minutes par sujet. Le porteur d'initiative vient à 3 minutes pour pitcher son sujet. Il doit mettre en avant les bénéfices attendus, la façon dont ça répond à nos axes stratégiques. Et donc, pendant qu'il présente son sujet, le jury note. Donc, il y a la grille de notation qui est bâtie avec en ligne les axes stratégiques. Et donc, le jury, chaque membre du jury a une colonne dans la grille de notation, vient mettre sa note et dire, du coup, sur cet axe stratégique-là, ça contribue énormément, je mets 55. Ça contribue pas du tout à celui-là, je mets 0 ou je mets 3. Et donc, ça donne une note. Et ça se fait en live, effectivement, pendant ces 10 minutes. Les équipes SI également font leur notation soit en même temps, soit avant. Ils le font plutôt avant, jusqu'ici, parce que c'est quand même compliqué de découvrir un sujet comme ça sur les 3 minutes de pitch et d'avoir une note. Donc en fait, on fait plutôt le tour avant. Et les équipes SI ont déjà donné une estimation un peu en taille de t-shirt. Voilà, pour moi, ce sujet-là, ça va être plutôt du S, plutôt du L, du XL, gros sujet à traiter. Et également, on demande aux porteurs de noter la complexité de portage. Comme disait Sophie, la complexité, elle n'est pas que technique, elle est aussi, est-ce que c'est un sujet qui change complètement un process pour des techniciens, donc il faudra faire de la formation, etc. Il faut l'anticiper et ça aussi joue sur le poids. Et du coup, chaque initiative obtient une note, et ça nous donne un classement. Voilà. Une petite précision pour les pros sur cette séance de notation. Donc on a vu, c'est plutôt les épiconneurs, il y a des managers qui viennent, et donc au début, il y avait parfois des équipes qui arrivaient en force pour pouvoir tous noter, etc., et faire remonter un truc. Donc du coup, ce que Laurane a fait, elle a dit, tout le monde est bienvenu, mais quand vous êtes de la même équipe, ça compte pour rien. Bonjour. C'est ça. Ouais, on est sur la suite de Fibonacci pour la valeur. Et la complexité, on l'a mis en taille de t-shirt, mais on l'a traduit en Fibonacci derrière. Voilà. Merci pour cette présentation, c'était super intéressant. Quand vous avez présenté le dispositif de vos équipes, vous aviez plusieurs modèles. Donc, vous aviez Save, vous aviez Spotify, un modèle hybride. Je me dis que ça peut être intéressant aussi de préciser un peu ce que vous mettez derrière hybride. Comment vous garantissiez... Enfin, la question, c'est est-ce que cet orga était lié au fait que certaines de ces équipes avec peu d'interaction aux autres, et donc ça pouvait être pertinent qu'elles soient sur un autre modèle. Et si ce n'est pas le cas, du coup, la question 2, comment vous garantissiez la cadence et la synchronisation un peu de tout le dispositif? On l'a fait en deux temps. En fait, le premier slide que j'ai présenté, c'était sur le groupe. Du coup, les exemples qu'on a vus là, le LPM, il n'y a qu'un train à chaque fois. Et du coup, un train qui est en save, donc avec des équipes qui se synchronisent comme dans un train normal. Du coup, les autres exemples, c'est dans d'autres entités d'Engie. Il y a une entité qui a 4 trains, où effectivement, ils doivent faire de la coordination, mais ils sont tous partis en save de ce côté-là. Ceux qui sont hybrides, c'est qu'en fait, ils font du Scrum de Scrum. Ils n'ont pas de RTE, PM et autres, mais ils font quand même une planif commune pour les dépendances. Voilà. Donc, mais ce n'est pas les mêmes contextes. En fait, chez Engie, c'est très décentralisé. Il y a beaucoup d'entités qui ont leur propre PNL. Et du coup, pour quelqu'un comme moi, là, dans le lait, c'est un super terrain de jeu, en fait. Il y a des tas de configurations différentes, il y a des tas de problématiques différentes. Mais là, en l'occurrence, dans les 2 exemples qu'on a montrés, il n'y a qu'un train. Il n'y a qu'un train, mais on a quand même eu des petites problématiques, moins complexes que si on était complètement sur des modèles complètement différents. Mais bon, il a fallu synchroniser quand même les rythmes des différentes équipes, parce qu'effectivement, jusqu'ici, elles avaient peu d'interactions. Ou quand elles avaient des interactions, ça se passait moyennement bien, parce qu'il y en a un qui livrait tous les 15 jours, l'autre qui livrait toutes les 3 semaines.
Au milieu, il y avait une équipe en charge des flux qui, elle, n'était pas du tout agile et livrait quand il pouvait. Donc voilà, on a essayé d'harmoniser un peu tout ça, de passer sur des rythmes de 3 semaines synchronisés entre les équipes. Et ça se passe quand même bien. Oui, bonjour, merci pour le partage. J'ai 2 questions très, très rapides pour avoir vécu un peu une expérience similaire à la vôtre. Déjà, dans un processus de décision et de priorisation d'initiative et d'un go-no-go, il y a une question qui arrive assez vite, c'est combien ça coûte. Du coup, voilà, comment vous avez traité ou comment vous avez réussi à passer outre cette question qui est quand même impactante. Et la deuxième question qui est liée, c'est, j'ai compris que vous aviez réussi, donc je trouve ça top, mais si vous pouviez expliquer comment aussi vous aviez changé de paradigme en proposant à des porteurs d'initiative, plutôt voilà, ton truc qui coûte 200K, dépense d'abord 20K pour savoir si c'est bon ou pas, et après tu sauras si on peut y aller ou pas. Voilà, comment vous avez traité ces deux aspects qui sont aussi un peu culturels. Oui. Sur la partie comment on a traité le fait de changer de paradigme pour nos porteurs, c'est pas simple parce que ils sont toujours un peu dans cette logique, ça vient progressivement, hein, mais de tout vouloir. J'ai souvenir lors de la formation, on a une de nos porteuses, quand on lui demandait alors c'est quoi ton besoin, donc elle listait tout ce dont elle avait besoin, voilà, la liste des fonctionnalités, des petits bouts dont elle a besoin pour répondre à ce besoin, à cette initiative qui était de développer le self-service. Il y avait toute une liste à l'après-vert. Et donc c'est quoi là-dedans le MVP? C'est quoi quel est le premier truc minimal qu'il faut et qui va déjà nous apporter du bénéfice de ce self-service? Qu'est-ce qu'il faut qu'on rajoute sur notre espace client? Toute la liste. Donc la priorisation, c'est pas évident, c'est pas simple. Et je pense que ça fait encore partie de nos points d'amélioration. Il y a un point là sur le côté combien ça coûte. En fait, c'est une vraie question qu'on s'est posée parce qu'au départ, avec Laurane, là, chez les pros, on avait des initiatives de toute taille. Et du coup, comment on fait c'était compliqué. Et du coup, ce qu'on s'est dit, déjà, la DSI était en capacitaire, donc déjà, ça aide un peu. C'est qu'on a 100 patates, on n'en a pas 110. Et du coup, on s'est dit, on va finalement faire que des MVP consécutifs et on va peser les MVP entre eux. Donc on n'est pas forcément, je sais que c'est pas by the books, parce que normalement on est censé regarder toutes les pics dans son ensemble. Pour autant, du coup, on se dit, c'est tous les 3 mois, qu'est-ce que je mets en route? Et voilà, et donc il y a des sujets qui stoppent un peu parce qu'on a besoin de mesurer, donc on prend le temps et puis on passe à autre chose entre-temps. Mais du coup, c'est plus comparable en fait, ces morceaux de 3 mois, et on ne s'engage pas si loin que ça. Merci pour la présentation. Je voudrais revenir un peu sur la partie gouvernance, notamment le CSAP, je crois que ça s'appelait, et le co-sync. Donc de ce que j'ai compris à la session de notation, cette instance-là pour la partie capacitaire, quel est l'objectif du coup du co-sync pour vous, si on a déjà fait cette ventilation de capacité, et est-ce qu'on est dans le co-sync aussi sur une idée d'engagement en sortie, ou voilà, est-ce que c'est des objectifs différents par rapport à un PI planning classique? Oui, donc effectivement, le CESAP SI, il intervient une fois que les sujets sont priorisés. Et l'objectif, c'est de se dire, comme disait Sophie, on a 100 patates. Avec ces 100 patates, combien de sujets on peut prendre? Voilà, dans l'ordre. Il y a ces sujets-là, ça s'arrête au 25e. Il y en a 40, tant pis, on a la capa que d'aller jusqu'au 25e. Après, on a des petits leviers quand même. On a 100 patates, mais il y a quand même des petites patates qui sont un petit peu cachées. Donc on parlait tout à l'heure du MCO, enfin des sujets qui sont encore à la main du SI. Il y a un petit levier là, parce qu'on va définir en début de trimestre qu'il y a 80% de la capacité des équipes qui est allouée au LPM, 20% qui travaillent sur ces sujets d'évolution quotidienne, de petit évol et correctif quotidien. Ce volet-là, on peut peut-être jouer, quoi. Si on voit qu'on a des gros sujets importants à traiter dans le LPM et que voilà, c'est dommage, on n'en fait que 25 alors qu'on en a quand même des très intéressants et de la valeur à aller chercher un petit peu plus loin,
peut peut-être aller chercher, au lieu des 20% de petits correctifs là, on va réduire à 15 et on va dégager un peu plus de CAPA pour le LPM. Et le rôle du co-sync là-dedans, c'est vraiment, une fois qu'on a ordonné nos sujets et qu'on sait jusqu'où on va, le co-sync, c'est la planification, c'est la synchronisation entre équipes. C'est voilà, ces 25 sujets qu'on a décidé d'embarquer. C'est comment on les positionne, sprint par sprint, le travail qu'on fait. Donc on vient, concrètement, cette initiative se traduit par tel US qu'on positionne dans les sprints, dans les différents sprints des équipes, et on vient se synchroniser les différentes équipes entre elles. Et en fait, cette instance-là, elle a tout à fait sa place. En fait, on avait essayé justement de la changer un peu. C'est que parfois, en fait, toutes les équipes ont une certaine capacité, mais elles ne font pas toutes les mêmes choses. Donc, en fait, on a beau avoir priorisé, et parfois, ce n'est pas toujours facile. Donc, bien sûr qu'il va se passer des choses pendant le co-sync. Pour autant, si en amont, côté DSI, lors du CESAP, on peut être en servant leadership et se dire, voilà, pour effectuer cette feuille de route, est-ce qu'on n'a pas déjà des idées sur peut-être changer un peu des équipes, où il y a un expert qui est dans cette équipe, peut-être qu'on peut voir un peu. Il y a peut-être des choses à faire qui vont aussi préparer la management review. Et du coup, c'est plus en mode, c'est comme ça qu'on essaie de l'orienter, servant leadership. Comment je peux anticiper peut-être des choses qui permettraient de mieux exécuter la prio faite par le LPM. Merci.